2021. Joe Biden, président des États-Unis, s'engage dans un bras de fer houleux avec la Chine. Washington reproche à Beijing d'espionner le gouvernement américain, d'espionnage industriel, d'avancées menaçantes du régime chinois à Taïwan, ou encore de surveillance de données de citoyens américains par le biais de l'entreprise de téléphone Huawei ou encore TikTok. Mais les relations tendues entre les deux grandes puissances des deux continents ne datent pas d'aujourd'hui, et il est alors nécessaire de remettre en question l'idée de deux blocs de l'océan Pacifique, tous deux imperméables à l'autre. Il est ainsi nécessaire de comprendre comment la Chine et les États-Unis entretiennent des rapports complexes depuis le 19e siècle, marqués par les diverses conquêtes coloniales et par l'irruption sur le continent de l'oncle Sam de plusieurs dizaines de milliers d'immigrés chinois. La société américaine est alors composée, dès le 19e siècle, de plusieurs passerelles avec l'Empire du Milieu, qui va alors constituer petit à petit une histoire d'une diaspora majeure de l'histoire américaine, toujours présente aujourd'hui. En 2022, près de 4,5 millions de Chinois vivent aujourd'hui sur le sol américain, représentant près de 20% de l'immigration asiatique aux États-Unis. En revenant sur une histoire plus ancienne des États-Unis, nous pourrons également aborder un sujet moins traité, celui de la diaspora chinoise à travers les siècles, de l'empreinte qu'elle a laissée sur la culture urbaine ou politique américaine, et de traiter de la montée des discriminations que les Chinois ont pu subir au pays de l'oncle Sam, ainsi que d'autres communautés asiatiques, derrière l'angoisse du péril jaune. Salutations curieux, au cours du 19e siècle, Chine et États-Unis partagent des trajectoires politiques pratiquement opposées. Là où la période rime avec conquête de l'Ouest pour le pays de l'oncle Sam, la Chine est-elle traversée par une période de crise sociale intense. Une récession économique touche le pays et affecte particulièrement les provinces du Sud, dépendantes du bon déroulé du commerce. De plus, l'importation de l'opium sur le continent a rongé la société chinoise et raréfié les stocks d'argent du pays. La Grande-Bretagne, soucieuse de poursuivre le commerce de l'opium sur le territoire impérial, quand bien même elle aurait interdit la vente d'opium sur ses propres terres, rentre en conflit avec l'Empire du Milieu. Les deux guerres de l'opium, opposant la Chine à la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, aboutissent à la signature de traités de commerce, empiétant sur la souveraineté de la dynastie Qing, en y établissant des concessions portuaires contrôlées par les puissances occidentales. Dans le même temps, de l'autre côté du Pacifique, la course à l'immigration vers les États-Unis bat son plein et la conquête de l'Ouest se poursuit. Dans les années 1840, les États-Unis rentrent en guerre contre le Mexique, indépendant de l'Espagne depuis 1821. Ces conflits aboutiront plus tard à la victoire américaine et à l'annexion du Texas et de la Californie aux États-Unis d'Amérique. Entre 1870 et 1900, ce sont près de 12 millions d'étrangers qui arrivent sur le territoire américain dans l'espoir d'y fonder une vie meilleure. La croissance économique du pays, permise par l'industrialisation massive et son besoin toujours plus important de main-d'œuvre, offrit cette opportunité. Évidemment, selon la région ou la période, le besoin en main-d'œuvre varie. En 1848, de l'or est découvert en Californie. Débute alors la ruée vers l'or dans cette région, qui passe par l'exploitation des mines du nouvel État américain. Pour ce faire, les compagnies d'exploitation encouragent l'immigration de populations chinoises dès les années 1850. Les ouvriers chinois, à ce moment-là, sont quasiment tous des hommes provenant de la province du Guangdong, située à l'est de l'Empire du Milieu, bordant Macao et Hong Kong. De plus, la situation chinoise impacte directement la recrudescence des phénomènes migratoires. La révolte des Taiping, l'une des guerres civiles les plus meurtrières de l'histoire, pousse un grand nombre de Chinois du sud du pays à fuir. Parmi les autres secteurs encourageant ces phénomènes de migration, on peut citer les compagnies ferroviaires qui cherchent en cette fin de 19e siècle à relier les centres californiens au reste de la nation américaine. Par exemple, de 1863 à 1869 est construite la première ligne de chemin de fer transcontinentale américaine reliant Sacramento à l'ouest à Omaha à l'est. Pour ce faire, l'Union Pacific et la Central Pacific recrutent massivement des travailleurs chinois qui acceptent ce travail pénible pour une faible paye. Le besoin important en main-d'œuvre dans ce domaine conduit même les États-Unis à signer en 1868 le traité de Burlingame avec la Chine, destiné à faciliter l'immigration chinoise sur le sol américain. En 1880, près de 10% de la population californienne est chinoise, accompagnée dans le reste du continent américain de phénomènes migratoires du sud-est asiatique provenant du Japon ou encore des Philippines. Ces communautés vont alors aménager un espace, un quartier dans de nombreuses grandes villes américaines où les communautés chinoises se retrouvent. C'est le début de ce que l'on nomme les Chinatown. Le premier de ces quartiers chinois se forme à San Francisco, en Californie, dans les années 1850, puis à mesure que l'immigration chinoise se déplace vers l'est, de nouvelles Chinatown émergent à New York, Boston ou Philadelphie. L'on retrouve dans ces quartiers des commerces, des temples, des écoles pour les ouvriers issus de la diaspora chinoise, s'installant de plus en plus dans ces espaces à la périphérie des grandes villes. De plus, les communautés chinoises des Chinatown commencent également à former des sortes d'organisations secrètes sur le modèle de systèmes déjà connus dans le sud de la Chine, les Tong. Liés également à l'activité criminelle des Chinatown, les Tong permettent également aux nouveaux arrivants d'obtenir de l'aide, des cours d'anglais ou de chinois. Mais cette tendance de regroupement communautaire n'est pas exclusive à l'immigration chinoise aux États-Unis. Dans bien d'autres grandes villes, les communautés irlandaises ou italiennes s'organisent dans des quartiers communautaires. Mais dès le début, l'immigration chinoise provoque du rejet. Dès 1854, la Cour suprême californienne inclut la communauté chinoise au registre des catégories raciales interdites de témoigner contre les blancs. Le Naturalization Act de 1790 stipule que toute personne blanche libre a le droit à la naturalisation américaine. L'accès à la citoyenneté est donc dès le départ limité à une discrimination d'ordre ethnique. Il faut alors rappeler que dans la société américaine de la fin du 19e siècle, être blanc, ce n'est pas simplement une couleur de peau. Il s'agit surtout d'une catégorie sociale visant à discriminer dans les droits les habitants américains. De plus, Chinatown n'est pas seulement un espace où se regroupent les migrants chinois, c'est aussi une idée fondée dans un contexte de domination coloniale aux États-Unis, favorisant la domination sociale sur la base de critères raciaux. Petit à petit, le chinois est vu comme une menace au progrès social bâti par les Américains blancs depuis des dizaines d'années. Une représentation mentale collective de cette menace chinoise se forme progressivement. Elle prend un nom, le péril jaune. Des mouvements ouvriers sur la côte pacifique se forment autour de ce critère racial et aboutissent à des campagnes de harcèlement politique. En période de crise économique qui atteint notamment les secteurs industriels, les
Chinois sont désignés coupables et sont considérés comme non assimilables, accusés de ne pas vouloir vraiment devenir américains, mais également de menacer l'accès à l'emploi des Américains blancs, et notamment des immigrés irlandais, arrivés également en masse au cours du 19e siècle. Le 24 octobre 1871, à Los Angeles, plus de 500 Américains attaquent et volent des résidents chinois de la Chinatown de la ville. 19 immigrés chinois sont tués, représentant alors une perte de 10% de la petite communauté de la Chinatown locale. Le 22 août 1877, Dennis Kearney fonde le Workingmen's Party, le parti des travailleurs californiens, à San Francisco, explicitement en faveur de l'expulsion des Chinois du territoire californien. 2 années plus tard, son influence aboutit à des mesures contre ces communautés dans la deuxième constitution californienne. L'article 19 stipule ainsi que toute entreprise californienne, existante ou nouvellement créée, a interdiction d'employer des Chinois ou des Mongols. En 1879, sous la pression du Parti des travailleurs et du slogan The Chinese Must Go, la constitution californienne interdit l'immigration chinoise. Le parti fait du lobbying au niveau fédéral pour tenter d'aménager le traité de Burlingame et obtient en 1880 un nouvel accord entre Chine et États-Unis permettant de limiter l'arrivée de travailleurs chinois. En 1882 s'ouvrent des débats au Sénat américain sur la possibilité d'interdire complètement l'immigration chinoise aux États-Unis. Le président Chester A. Arthur proclame le Chinese Exclusion Act, première loi du pays interdisant à une communauté nationale spécifique d'immigrer sur le sol américain. Prévu pour durer 10 ans, cet acte en durera en réalité 60. Les violences à l'encontre des Chinois se perpétuent. À Rock Springs, en 1885, le meurtre et l'expulsion de plusieurs centaines de Chinois de la ville entraînent une vague de lynchage et d'émeutes xénophobes à travers le pays. Parmi les meneurs de ces violences racistes, on peut citer le Ku Klux Klan, une société secrète née de la défaite sudiste peu après la guerre de sécession. Cette société attaque les Noirs émancipés, leur allié pour la conquête de leurs droits, mais également à l'ouest, les Chinois. En 1906, une loi interdit les Chinois de se marier avec des non-Chinois en Californie, loi qui durera jusqu'en 1948. La discrimination prend d'autres formes. On appelle les Chinois, considérés inassimilables et venus envahir le pays, des aliens. Le péril jaune s'inscrit également dans le contexte géopolitique de l'époque. Durant cette période, les puissances occidentales craignent que le Japon et la Chine ne s'allient, et les conquêtes japonaises sur les territoires russes au début du siècle accélèrent la diffusion de thèses racistes contre les Asiatiques aux États-Unis. Symbole de cette angoisse du péril jaune, la figure du docteur Fu Manchu, apparu en 1912 dans des romans anglais de Sax Rohmer, dépeigne un savant fou criminel sous les traits d'un Chinois, venu tuer l'homme blanc pour lui voler sa femme. Ces représentations sont d'ailleurs si stigmatisantes que l'ambassade de Chine va devoir intervenir dans les années 1930 contre le film Le Masque d'Or représentant ce personnage. L'arsenal législatif mis en place contre les immigrés chinois, et plus généralement tout travailleur asiatique, tend progressivement les relations entre le pays de l'oncle Sam et l'Empire Céleste. Les théories eugénistes, visant à démontrer scientifiquement l'infériorité intellectuelle, culturelle et physique des nouveaux arrivants, influent sur les lois de régulation de l'immigration. Un juriste, Madison Grant, publie Le Déclin de la race, une œuvre dans laquelle il cherche à démontrer, théorie scientifique à l'appui, la supériorité des Européens du Nord sur tous les autres peuples du monde, méditerranéens ou slaves inclus. Un des représentants de la Chambre, Albert Johnson, très marqué par les idées de Madison Grant et par celles du Ku Klux Klan, rédige une nouvelle loi censée réguler l'immigration au cours des années 1920. En 1924, la loi d'immigration Johnson-Reed durcit les quotas d'arrivée de migrants sur le sol américain par nationalité. Parmi ces nouveaux quotas, la loi Johnson-Reed limite le nombre d'arrivées à 100 000 par an et interdit toute immigration provenant de l'Est de l'Asie, Chine, Japon, Corée. Dans le même temps, et malgré la campagne discriminatoire à leur rencontre, des militants chinois cherchent à mettre en avant leur culture d'origine, à s'approprier les codes de la démocratie américaine pour demander un traitement plus juste de leur cas, et commencer à construire une autre identité qui ne les forcerait pas à choisir entre deux cultures, mais à en construire une nouvelle, issue de cette diaspora chinoise aux États-Unis. Pour se défendre, les Chinois commencent progressivement à intenter des procès contre les acteurs de ces discriminations et publient dans les journaux, en réponse aux attaques, des essais et des manifestes en faveur de leurs droits et leur reconnaissance, tels que l'activiste Wong Shin-fu, grand défenseur des droits des Sino-Américains. Il faut attendre 1943 pour que la loi Magnuson ne permette à des travailleurs chinois de refouler le sol américain après 60 années d'exclusion. Et il faudra attendre 1965 pour que tout quota migratoire basé sur la nationalité soit abrogé aux États-Unis. L'histoire des travailleurs chinois aux États-Unis nous permet ainsi de mieux comprendre comment la construction industrielle américaine a pris appui sur un contexte géopolitique particulier à la fin du 19e siècle qui vit des millions d'Irlandais, d'Italiens, de Polonais débarquer à l'est des terres de l'oncle Sam, tandis que des centaines de milliers de travailleurs issus du continent asiatique commencèrent à s'organiser progressivement à l'ouest et au sein des grandes villes américaines. Les discriminations subies par ces populations tirent alors parti de la crainte de l'avancée des puissances asiatiques, notamment le Japon, ainsi que le sentiment xénophobe de vol du travail par ces immigrés pour bâtir un sentiment d'angoisse, celui d'être envahi par des travailleurs chinois, des aliens inassimilables. Mais derrière l'histoire de ces travailleurs et de leurs descendants, il est également possible de voir émerger des forces politiques xénophobes et des théories eugénistes qui posèrent les bases de discrimination future sur les immigrés. La loi Johnson-Reed de 1924 ayant notamment permis, dans les années 1930, de limiter l'accès de populations juives d'Europe de l'Est persécutées de trouver refuge aux États-Unis. La diaspora chinoise est ainsi un des exemples les plus marquants de l'organisation communautaire de populations discriminées à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Cette diaspora eut un impact considérable sur son espace, ouvrant la voie à d'autres towns de ce type, ainsi que sur la culture populaire américaine. L'organisation de la diaspora chinoise et les discours de haine portés à leur rencontre peuvent ainsi toujours trouver des échos aujourd'hui dans des sociétés occidentales. À l'heure récente du coronavirus, qui vit les agressions anti-asiatiques se démultiplier, des voix contre ce racisme, longtemps occultées, sont de plus en plus entendues, notamment contre des stéréotypes véhiculés par la presse, le cinéma ou la télévision. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.